Voilà, mais d'abord, merci à tous ceux qui acceptent. Il n'y a rien, ça va venir. Pour l'instant. Ouais, ça va venir. Merci à ceux qui restent jusqu'au bout, aux courageux, par ce beau temps. Oui, tout arrive à qui sait attendre. Voilà, donc ce que je vais vous proposer comme réflexion va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être discuté ici directement maintenant, et tout à fait dans le prolongement, et sans même apporter énormément de choses nouvelles. Enfin, j'espère quand même ne pas vous décevoir d'être resté. D'abord, mon balcon d'où je regarde passer la société, je suis militant CG, donc c'est un mouvement sociopédagogique comme la plupart des mouvements sociopédagogiques comme le GFEN, mouvement Freinet, etc. Donc c'est à ce titre que je parle, ça veut dire que je ne suis pas un chercheur. L'avantage, quand on n'est pas chercheur, c'est qu'on peut dire des énormités, que je ne vais pas trop m'en priver, des énormités dont qu'on n'a pas besoin de valider puisqu'on n'est pas chercheur, mais en espérant évidemment que ces hypothèses de travail, ces énormités, que ces hypothèses de travail permettent de relancer la discussion et de relancer la réflexion. Alors, je suis encore, du moins en formation continue, praticien-chercheur en formation d'enseignant, ça a été mon travail principal, et avec trois nourritures, si on peut dire, la sociologie, la pédagogie institutionnelle et l'entraînement mental. Alors, je cite ces trois choses, je ne vais pas y rester longtemps, mais je cite ces trois choses parce que pour moi, c'était essentiel dans mon métier d'enseignant, dans mon travail de praticien-chercheur. Or, c'est totalement absent de la formation des enseignants. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien, ni de sociologie, ni de pédagogie institutionnelle, et encore moins d'entraînement mental. Voilà. Hypothèse de travail, d'abord, je pensais remettre en question la mixité, mais ça vient déjà d'être fait, donc je peux aller beaucoup plus vite. Et la mixité comme moyen, pour quelle finalité? Vivre ensemble ou émancipation, et véritable émancipation, réussite des milieux populaires. Et c'est pas sûr que les deux soient nécessairement compatibles. Comme ça a déjà été dit, on peut en effet très bien apprendre à vivre ensemble à l'école, tout en apprenant aux milieux populaires à rester à leur place. Et donc on est, avec la mixité, dans quelque chose qui est en train de devenir une espèce de consensus politiquement correct, au moins au niveau des intentions, hein, au niveau de la réalité c'est autre chose, mais qui aujourd'hui pourrait déclarer qu'il ne veut pas, enfin ça serait directement suspect. Et donc je propose quand même de remettre ce consensus politiquement correct en question, et proposer comme hypothèse de travail que la mixité n'est qu'un facteur parmi d'autres qui influence l'équité du système. Je dis équité pour faire vite, et derrière équité, voyez, réussite et émancipation des milieux populaires. Et je propose tout de suite une énormité, c'est-à-dire une hypothèse de travail pour expliquer les différences. Vous voyez mon ambition démesurée, un facteur unique qui expliquerait toutes les disparités entre toutes les nations démocratiques en matière d'enseignement. Et de dire que finalement, ce qui est déterminant, c'est peut-être la mixité, mais que la mixité dépend de ce facteur déterminant, qui serait le rapport entre la fonction manifeste que toute école dans un système démocratique doit avoir, c'est-à-dire instruire, éduquer, socialiser, former. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est la finalité première de l'école, on peut aller plus loin évidemment, mais c'est bien à ça que l'école sert. Et en même temps, l'école, fonction latente, l'école est là pour distribuer des places inégales, pour légitimer l'inégalité des places, et pour même légitimiser l'absence de place pour un certain nombre. Donc ça veut dire qu'il faut produire des échecs pour valoriser la réussite. Il n'est pas possible de distribuer des places inégales sans produire des échecs. Ça me semble tellement évident que je ne comprends pas que ça ne soit pas plus répandu. Quelque chose que tout le monde réussit n'a aucune valeur. Pour qu'une chose ait de la valeur, pour qu'un diplôme puisse avoir de la valeur, il faut qu'il soit accompagné d'échecs. Plus il est accompagné d'échecs, plus il a de la valeur. Donc il faut bien comprendre cette équation logique, indépendamment évidemment de l'intention des acteurs. Je ne soupçonne personne d'avoir ces intentions-là, mais dans un système scolaire, quel qu'il soit, le système scolaire est là pour distribuer des places qui sont inégales puisque la société l'est, et donc doit nécessairement produire des échecs. Alors, ce rapport entre les deux, comment une configuration sociale donnée, comment quel canton de Suisse, comment la France, comment la Belgique, comment la Flandre, comment la Wallonie gère cette contradiction entre la fonction manifeste et la fonction latente. Je propose de considérer ça comme facteur déterminant pour l'ensemble du fonctionnement du système scolaire.
Donc il y a cette injonction paradoxale qui est propre à tous les systèmes scolaires et qui est, je le rappelle quand même, particulièrement paralysante pour les enseignants, puisqu'on leur demande fonction manifeste et en même temps fonction latente, on leur demande de favoriser la réussite de tous et on leur demande de distribuer, de légitimer des places inégales. Autrement dit, de dire qui sont les meilleurs et qui sont les moins bons. Et donc, forcément, c'est complètement contradictoire, puisque dans un premier cas, la fonction manifeste, l'échec des milieux populaires va être considéré comme un problème, tandis que dans l'autre fonction latente, l'échec des milieux populaires n'est absolument pas un problème, c'est même au contraire la solution. C'est la solution rêvée pour que les enfants des classes moyennes et des milieux favorisés trouvent la place qui correspond à leur destin social, de la même manière que les enfants de milieux populaires vont trouver la place qui est la leur en fonction de leur destin social. Et donc, cette injonction, elle est commune à tous les systèmes scolaires, du moins de ceux qui se réclament de la démocratie, et tous les systèmes scolaires doivent faire avec ça. Alors, hypothèse de travail, en Belgique, francophone, en financière Bruxelles, la fonction latente, sans doute en France aussi, la fonction latente est largement dominante, sans doute plus qu'ailleurs, sûrement plus qu'ailleurs, plus qu'en Finlande, etc. etc. Hein. Donc c'est sur la manière d'équilibrer ça et de cacher l'une par l'autre et de faire coexister cette injonction paradoxale. Deuxième hypothèse de travail, ce n'est pas vivable. Un système comme ça n'est pas vivable, sauf si tout le monde croit en l'égalité des chances et si tout le monde est inconscient de la distribution sociale des échecs. Il n'y a que ça qui permet le maintien du système, et c'est bien le cas. Donc si vous interrogez les enseignants, si vous circulez dans les écoles, lorsque je viens, pas seulement moi, j'imagine que c'est arrivé à Nico, etc., et à des tas d'autres, quand on arrive dans une école à une conférence pédagogique et que vous montrez quelle est la distribution sociale des échecs, vous vous faites traiter, je crois que la dernière fois, c'était manipulateur marxiste. Parce que c'est inacceptable, ça ne peut pas être accepté. On ne peut pas se vivre comme étant le massacreur des pauvres au profit des riches. Enfin, on ne peut pas passer sa carrière comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une série de conditions nécessaires pour gérer la mixité, puisque c'est la question qui m'était posée, pour situer la question de la gestion de la mixité. Pour que la gestion de la mixité favorise l'émancipation et la réussite des enfants de milieux populaires, il est donc absolument indispensable, de mon point de vue, qu'il y ait une vraie prise de conscience de cette injonction paradoxale, de comprendre l'origine de la paralysie ou de la difficulté des enseignants de faire ce qu'on leur demande, puisqu'on leur demande à la fois une chose et son contraire. Donc, prise de conscience de cette injonction paradoxale et de son origine sociale ou sociopolitique. Deuxième chose, prise de conscience de la nécessité structurelle de l'échec dans le système. Le système a besoin de l'échec. Si je ne suis pas conscient de ça, comment vais-je faire pour réagir à cela? Et enfin, troisième chose, ça signifie, pour ceux qui vont devoir gérer la mixité, ou pas d'ailleurs, hein, mais pour ceux qui vont devoir enseigner, ça suppose le projet politique, la volonté à tous les niveaux, non pas de résoudre le problème de l'échec, mais au contraire d'entrer en résistance contre la solution qu'est l'échec pour l'ensemble du système. Ça n'est pas, me semble-t-il, la même chose. Et donc, gérer la mixité à partir d'une représentation de l'échec comme un dysfonctionnement dans un système qui est basé sur l'égalité des chances, ça n'est pas du tout la même chose que de gérer la mixité à partir d'une représentation de l'échec comme produit structurel contre lequel résister par un projet politique, non pas d'égalité des chances, mais d'égalisation des chances, égalisation comme processus, et comme processus permanent, jamais fini, parce qu'il y a du travail. Donc, hypothèse de travail de nouveau, il existe des facteurs d'échec des milieux populaires qui sont indépendants des modes de regroupement des élèves, on vient d'en parler. Et c'est des facteurs dont il faut tenir compte pour gérer la mixité comme pour gérer l'homogénéité. Donc, d'une part, pour gérer la mixité dans le sens de l'émancipation des classes populaires, il est nécessaire d'avoir cette représentation de l'échec et de lutter, d'avoir un projet de résistance et ce projet d'égalisation. Et ce projet d'égalisation, il va donc passer aussi, peut-être plus encore, on peut en discuter après, doit passer par la prise en compte de deux grands facteurs
d'échec des milieux populaires. C'est quoi ces deux grands facteurs? Ce sont tous ceux qui sont liés à ce que, c'est pas moi qui appelle, on remonte à Bourdieu, je vais revenir avec des concepts extrêmement vieux, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas bons, me semble-t-il. Donc tout ce qui tourne autour de la domination symbolique et tout ce qui tourne autour des rapports au savoir, et là évidemment nos références sont complètement communes, c'est le groupe ESCOL dont Julien fait partie. Du côté de la domination symbolique, c'est quoi? C'est des situations répétées, comme on vient d'en voir d'ailleurs dans les pièces de théâtre, là, situations répétées quotidiennement, tous les jours, les gosses vivent ça. Qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent subjectivement, c'est-à-dire en tant que sujet qui souffre, ils vivent l'exclusion des connivences partagées par les autres. Ils vivent le sentiment d'infériorité économique, sociale, culturelle, linguistique, tout ça produisant la honte, le retrait, la rage, etc. Je vais y revenir. Mais nous considérons qu'un des facteurs d'échec des milieux populaires est donc bien cette honte, parce que comment peut-on apprendre dans la honte? Je vais y revenir. Deuxième grand facteur d'échec des milieux populaires, c'est des situations également répétées, d'activités d'apprentissage qui présupposent un certain nombre de choses. On vient d'en parler, Julien vient d'en parler avant moi, et mieux que moi. Donc, des activités d'apprentissage qui supposent la maîtrise de la langue de scolarisation, la maîtrise de la langue scolaire, et qui supposent un rapport au savoir qui est partagé par tous. Et ces deux choses, ce prérequis de la langue de scolarisation et cette attente du fait que tout le monde partage le même rapport au savoir, entraîne un certain nombre de malentendus qui créent l'échec des milieux populaires, de nouveaux malentendus au sens de Bonnery et d'Escol. C'est ça que je voudrais essayer d'un peu développer en rappelant donc par rapport à ce que je viens de dire, l'égalisation des chances, c'est nécessairement un processus permanent de vigilance et de résistance. De vigilance par rapport au malentendu et de résistance par rapport à la domination symbolique. Ce qui est un métier, et un métier difficile. Donc, première difficulté, s'il est question de gérer la mixité, la première difficulté, c'est de gérer la mixité. Quelle mixité? La mixité des rapports au savoir. C'est ça qui est difficile à gérer. Alors, rappelons d'où viennent les rapports au savoir. Je suis désolé de revenir avec des choses aussi basiques, mais peut-être est-il important de resituer les rapports au savoir, concept qui commence à avoir beaucoup de succès, y compris parmi les professeurs de pédagogie. C'est à ce moment-là que ça devient dangereux, parce que les concepts s'usent et ont tendance à se vider de leur substance. Rappelez que les rapports au savoir, ça vient de beaucoup de choses auparavant, c'est-à-dire ça vient d'abord des conditions de vie objectives vécues subjectivement. Bon, ceux qui ont mon âge auront vu que derrière ces trois flèches, il y a évidemment conditions de classe, position de classe, conscience de classe. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à ça? Non, à condition de retourner vraiment à la signification de ces concepts. On a parlé jusque maintenant, par exemple, je comprends l'utilité d'opposer favoriser, défavoriser, de parler de classe populaire, etc. Mais ces classes populaires, au pluriel, évidemment, parce que plusieurs travaux en sociologie montrent la diversité des milieux populaires et donc aussi la diversité des rapports au savoir parmi ces milieux populaires. Donc, il ne s'agit pas de catégoriser, de cataloguer milieu populaire, ça entraîne ceci, etc. Non, c'est plutôt dans l'analyse fine des différents types de conditions de vie objectives et vécues subjectivement qu'on peut comprendre un certain nombre d'attitudes. Je vais y revenir. Les positions sociales, je mets ces positions sociales au pluriel parce qu'il n'y a pas que le niveau socio-économique, il y a aussi le genre, etc. Et les origines ethniques. Et enfin, la conscience sociale des conditions qu'on vit et des positions qu'on occupe. Ces trois choses, de nouveau, désolé de revenir avec des très vieux concepts, mettent en place ce que Bourdieu a appelé un habitus de classe, c'est-à-dire d'abord la langue, parce que beaucoup de choses passent par la langue, le type de langue qu'on va utiliser, c'est l'ensemble des représentations qu'on se fait de soi, des autres, de la société, etc. C'est les dispositions au sens d'être disposé à, et c'est un certain nombre de comportements. Ça, c'est tout ça qui amène les rapports au savoir, au sens donc au sens travaillé par Charlot et défini par Charlot du rapport au savoir.
Alors, rapport au savoir, ça comprend quoi? Ça comprend, je vais aller très vite là-dessus, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde, c'est le rapport à la langue, entre autres, et le rapport à l'écrit, tous les travaux de Lahire sur inégalité sociale et culture écrite, c'est le rapport au travail, hein, on vient d'en parler, c'est quoi travailler, c'est quoi se donner de la peine, pourquoi est-ce qu'on se donne de la peine, etc. C'est le rapport à l'autorité, c'est le rapport à l'apprentissage, comment est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui fait qu'on apprend, et à quoi ça sert d'apprendre. C'est le rapport à la connaissance, c'est-à-dire les usages qu'on fait de ce qu'on apprend à l'école. Est-ce qu'on se sert de ce qu'on apprend à l'école? Est-ce qu'en famille, on se sert de ce qu'on apprend à l'école? Et enfin, c'est le rapport aux écrans. Quelles expériences familiales a-t-on des écrans, etc. Donc et la liste, on pourrait la continuer. Elle pourrait être beaucoup plus longue. C'est tout ça qui fait le rapport au savoir. Et pour résumer ça, on pourrait dire que ça entraîne deux grandes conséquences. La première, c'est ce qui mobilise l'élève. Qu'est-ce qui va mobiliser l'élève? Mobiliser de nouveau au sens de la mobilisation, de nouveau au sens de Charles Rochex, etc., qui se distingue assez bien, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, qui se distingue assez bien du concept de motivation plutôt lié à Villot, etc. Mobilisation étant encore autre chose. Et je vous renvoie à la littérature sur la question. Et enfin, deuxième grand défi, c'est le sens, on en a déjà parlé, c'est le sens que l'élève peut donner aux activités. Donc en fonction de ses rapports au savoir, je le résume comme ça, c'est plus compliqué que ça, mais malgré tout, l'enseignant, pour organiser ses activités, il doit se préoccuper, un, de ce qui mobilise l'élève, et principalement, un, de ce qui va mobiliser les élèves issus des milieux populaires, et deux, le sens que va pouvoir donner l'élève de milieu populaire à l'activité qu'il est en train de vivre, à ce que l'école lui propose. Alors on pourrait dire qu'il y a deux grandes tendances. La première tendance, c'est qu'on peut gérer la mixité avec une inconscience complète de la multiplicité des rapports au savoir. Et je rappelle que c'est tout un courant théorique qui est relativement peu enseigné aux futurs enseignants, voire dans certains cas pas du tout, que, et je reviens un peu en arrière, oui, et qui dans le cas où il est enseigné, s'enseigne par le discours et ne se vit pas dans la classe et dans le travail de l'apprentissage, de façon à pouvoir le vivre avant d'en parler. Et donc l'inconscience de la multiplicité des rapports au savoir entraîne quoi? Ça entraîne naturellement une conception et une gestion des activités à partir du rapport au savoir dominant, le rapport au savoir de l'école, grosso modo le rapport au savoir des classes moyennes. Donc on va concevoir tout ce qui se vit à l'école en fonction du rapport au savoir des classes moyennes. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que les difficultés des milieux populaires, on va les considérer comme des difficultés d'apprentissage personnel et pas des difficultés d'ordre socio-culturel. On va les considérer comme des manques et en mettant en place le cortège habituel de diagnostic, remédiation, confirmation du diagnostic et relégation. Inversement, si on a conscience de la multiplicité des rapports au savoir, eh bien, on va pouvoir essayer de gérer les choses autrement. On va pouvoir essayer de concevoir et de gérer les activités à partir des rapports au savoir des milieux populaires, donc démarrer de là. On va pouvoir essayer de penser et de travailler les activités qui mobilisent les milieux populaires, ce qu'on appelle la posture première, et en même temps de veiller, et très fort, au sens que l'élève va pouvoir donner, c'est-à-dire veiller à avoir en cours d'activité et après l'activité des explicitations, une scolarisation de ce qui est travaillé, la posture seconde. Enfin, non pas enfin, avant-dernièrement, il est nécessaire aussi, et on est toujours attrapé par ça, et le premier dans mon enseignement également, la chasse permanente au malentendu, d'être attentif aux malentendus qu'on crée évidemment à l'insu de son plein gré, mais il y en a tout le temps dans l'enseignement des malentendus. Et donc il est question de faire constamment cette chasse aux malentendus. Et enfin, si on a mis en place les choses en fonction des rapports au savoir des milieux populaires, eh bien, ne nous tracassons pas pour les enfants des classes moyennes et favorisées. Ils s'adapteront beaucoup plus facilement que dans l'autre sens. Deuxième grande difficulté, s'il faut gérer la mixité des rapports au savoir, il faut aussi gérer la mixité des reconnaissances. Et de nouveau, c'est tout ça on peut remonter aux conditions de vie, aux positions sociales, à la conscience sociale, on peut remonter à l'habitus, et pour mettre en avant le fait que dans la vie, et continuellement, il y a des marques de reconnaissance
qui sont témoignées aux uns et pas aux autres. Il y a des connivences qui sont partagées avec les uns et pas les autres. Il y a des appréciations diverses et il y a finalement ce qu'on peut appeler une lutte des places. Alors, je peux beaucoup aimer l'égalité des places dont nous parlait tout à l'heure Bernard, mais j'ai bien peur que l'animal humain veuille bien sûr être reconnu, mais ce n'est pas seulement ça. On ne veut pas seulement être reconnu. On veut être reconnu plus que les autres. Hein. Et donc, il y a cette attente toujours d'être plus reconnu que les autres. Et donc, si on ne met pas en place des choses pour travailler ça, évidemment, la lutte des places symbolique, va se mettre en place. Et c'est l'estime de soi et des autres qui va passer à travers ça. Et ce ne sera pas joli, hein, parce que ça va créer des fiertés, de grandes fiertés pour les uns, de la dignité pour les uns, mais aussi beaucoup de honte pour les autres, et donc des retraits, des rejets, des rages, etc., etc. Je crois qu'on ne prend pas assez en compte, enfin on en a déjà un peu parlé aujourd'hui, mais on ne prend pas assez en compte cette réalité quotidienne de la classe où il s'agit de témoigner de la reconnaissance, et une véritable reconnaissance, pas faire semblant, une véritable reconnaissance aux démarches des uns et des autres, à la place que les uns et les autres occupent, et arriver à mettre en place, j'y arrive, j'allais un peu trop vite, donc de nouveau, deux grands types qu'on peut opposer. Il y a une espèce d'inconscience de ces jeux d'estime, hein, une espèce d'inconscience de cette lutte des places, et si on est inconscient de ça, on ne va pas réguler les échanges, surtout les échanges en dehors de l'activité scolaire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à la récré, dans les couloirs, avant la classe, après la classe. On ne va pas s'occuper de ça parce que ce n'est pas le job des enseignants. On ne va pas réguler ces échanges. Et évidemment que là, c'est la lutte des places qui va se mettre en place. Donc, autrement dit, dans ce cas-là, on va avoir quoi? Un renforcement des effets de domination symbolique, une perte continuelle de dignité pour les milieux populaires par rapport aux autres. On va avoir forcément un renforcement du conflit de loyauté. On n'a pas parlé de conflit de loyauté aujourd'hui. Sans doute, en tout cas, je le crois, le conflit de loyauté est sans doute une des choses qui est le plus à l'origine de l'échec des milieux populaires, puisque réussir à l'école, tel que l'école se présente à eux, réussir à l'école, ce serait trahir sa famille. Et donc, à travers tout ceci, on renforce le conflit de loyauté. Et si l'enfant est amené à choisir entre être loyal à sa famille ou être loyal à l'école, il y a évidemment de grandes chances qu'il va choisir la loyauté à sa famille. Et enfin, les comportements des milieux populaires par rapport à ça, hein, on va les considérer comme des manques d'éducation, ça c'est dans le meilleur des cas, ou comme des pathologies, ce sera plus fréquent, et le type 3 est bien placé pour les accueillir, et les autres types aussi d'ailleurs. Si on a conscience de ces jeux d'estime, si on a conscience de cette lutte des places, alors ça entraîne un certain nombre d'autres choses. La volonté d'installer une classe coopérative et démocratique, hein, c'est-à-dire une classe d'où on va bannir, tant que faire se peut, bannir la compétition. Et donc, et c'est là que je fais référence à la pédagogie institutionnelle, je n'ai pas le temps de présenter ça aujourd'hui, mais c'est certainement le cœur même de la pédagogie institutionnelle, c'est cette installation de la classe démocratique et coopérative avec la loi de la classe, qui est affichée à l'entrée de la classe. Et la loi de la classe, c'est « on est ici pour travailler », pas pour autre chose, ici pour travailler, pour apprendre, ça c'est la première loi. La deuxième loi, personne ne peut embêter les autres, et c'est au Conseil que se traite ce genre de problème. Donc le Conseil de la classe, avec les institutions, les responsabilités, tout ça pourquoi? Tout ça pour éviter que ce soit le maître qui régule les échanges. Parce que si le maître régule les échanges, il devient le sauveur des enfants de milieu populaire, et les enfants de milieu populaire continueront à avoir besoin d'un sauveur. Les enfants de milieu populaire n'ont pas besoin d'un sauveur, ils ont besoin d'un cadre qui leur permette de prendre la parole, ils ont besoin d'un cadre qui leur permette d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Ça permet aussi d'essayer d'inventer des activités qui rendent de la dignité au milieu populaire. C'était la grande idée, j'oublie le titre de ce livre qui vient d'être réédité par Francis Tillman et Dominique Grottars, Politique du projet, avec les enfants de milieu populaire particulièrement, il est capital de réussir des projets, des beaux grands projets dont on tire de la fierté, dont on tire de la dignité. Et ça suppose aussi de faire la chasse permanente aux dominations, parce que c'est sans arrêt dans la classe, évidemment, les phénomènes de domination. Et non pas de les résoudre soi-même, mais de renvoyer vers les institutions de la classe pour permettre aux dominés de prendre la parole et d'exiger le respect.
Et enfin, il y a des textes légaux sur lesquels on peut s'appuyer, donc utiliser les textes légaux comme outil, comme arme, pour défendre le projet pédagogique qui est celui-ci. Enfin, je termine avec cette dia. Faut-il toujours favoriser la mixité, du coup? Alors, bien sûr que la mixité apporte tout ce dont on a parlé aujourd'hui et que je résume très, très rapidement par une espèce de redéploiement et d'égalisation des ressources et des contraintes, parce qu'en effet, les représentations des enseignants vont bouger, parce que la distribution des enseignants va être plus égalitaire, ce ne sera pas seulement les petits jeunes, etc., parce que le matériel, les bâtiments, etc., donc il y a tout ce redéploiement, tous ces facteurs indirects qui sont liés à la mixité, qui vont favoriser évidemment un changement positif dans le sens de plus d'égalité. Peut-être aussi les effets de pair, moi j'en suis pas sûr, mais ou en tout cas pour qu'ils jouent, il faut absolument que l'encadrement permette à ces effets d'aller dans le bon sens, parce qu'ils peuvent aussi aller dans le mauvais sens. On vient de le voir également. Mais la mixité, me semble-t-il, entraîne une gestion plus... Est-ce que j'ai encore 2 minutes, là? Le chef... 5 minutes, oh, ça va, sans souci. Gestion plus difficile de la mixité des rapports au savoir et de la mixité. Il faut quand même comprendre, et là, je voudrais faire raconter une petite histoire. Une militante, Véronique pour ne pas la citer, une militante de CGE, enseigne dans une école communale, dans une commune où vivent, dans un quartier où vivent principalement les milieux populaires. Et ce qu'elle a mis en place, elle et ses collègues, a fait de cette école sans doute une des écoles qui sera apparue là tout à l'heure dans le graphique comme étant atypique parce que peuplée d'enfants vraiment de milieux, de quartiers très défavorisés et avec de très beaux résultats. Depuis, les choses avançant, il y a une double évolution. Première évolution, ce quartier bruxellois change, et on va dire qu'il se gentrifie, enfin encore pas vraiment, c'est les bobos qui arrivent à voir les beaux tout court. Et comme cette école a excellente réputation puisqu'elle fait du bon travail, voilà les bobos qui débarquent dans la classe de Véronique. Et Véronique trouve que c'est beaucoup plus difficile de gérer cette situation, et je crois qu'elle a raison, en tout cas c'est son vécu à elle, et elle fait pression sur son échevin pour dire, écoutez, il faudrait donner priorité aux enfants de milieu populaire, c'est quand même la vocation d'une commune socialiste dans ce cas-ci, mais évidemment, l'échevin est sans doute pris par la bonne réputation de cette école et veut la favoriser, et est tout content que cette école attire un autre public, et donc ne fait rien, et Véronique continue à s'en plaindre en disant que pour elle, c'est beaucoup plus difficile de gérer la mixité des rapports au savoir et la mixité des reconnaissances dans une classe où maintenant il y a des bobos et des populos, pour le dire comme elle le raconte. Alors pourquoi est-ce que c'est plus difficile? Parce que il faut quand même pas se leurrer, se cacher. De nouveau, on l'a vu dans les petits films. Si vous faites, par exemple, si vous travaillez la technique Freinet du texte libre, hein, une technique qui est beaucoup plus qu'une technique, technique du texte libre, bien, il va falloir faire avec les textes libres tels qu'ils vous arrivent. Et ces textes libres, ils ne seront pas seulement divers, ils seront surtout très inégaux. Et il va falloir faire avec cette inégalité. Il va falloir travailler ça. C'est difficile. Il va falloir gérer les phénomènes de domination symbolique. C'est quand même plus facile quand on est tout populaire ensemble. Il va falloir gérer les demandes des élèves de ce nouveau public, des classes moyennes et favorisées qui vont vouloir autre chose dans la classe que ce qu'on est en train de présenter. Et il va falloir surtout, c'est peut-être le point le plus difficile, il va falloir gérer la pression des parents, des collègues, de la direction et du PO. Et donc finalement, et là en titre de provocation, puisque la journée était axée sur la mixité, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux un bon petit vieux ghetto, hein, un bon petit ghetto populaire, à condition de le barbianiser, hein. Alors, de nouveau, il faut avoir mon âge, je vais être encore plus âgé que moi pour faire référence à la lettre des enfants de Barbiana. Hein, mais si, ce qu'on a appelé tout à l'heure compensation, hein, si les moyens sont réellement beaucoup plus importants, hein, mais vraiment très très important, pour autant qu'il y ait une volonté, un projet pédagogique dans une école qui accueillerait uniquement des milieux populaires,
Ça serait peut-être aussi plus facile de gérer tout cela et ce serait aussi plus facile de mener d'importants projets pour travailler la conscience de classe, j'ose le dire maintenant puisque quelqu'un l'a dit avant moi, mais en tout cas gérer une conscience fière et porter ensemble, enfin c'est l'histoire de Barbiana et quelques autres histoires de ce type-là. Alors je ne prétends pas défendre cette idée, mais quand même c'est intéressant d'y penser aussi parce que, en effet, la mixité ne suffira pas, mais je suppose que vous en étiez convaincu aussi. Merci. Peut-être faire la transition. Donc, merci aux deux derniers intervenants. Et vous avez effectivement fait la synthèse. Vous avez montré que la mixité ne surviendra pas sans à la fois de la régulation, mais à la fois aussi une conception totalement différente de comment on enseigne, à quoi il faut être attentif, etc. Et donc, si je peux me permettre la transition, puisque Laurent Swerts nous a fait le plaisir de nous rejoindre, par rapport à toutes les très bonnes choses qu'il y a dans le pacte, une inquiétude qu'on a en tout cas à CGE et dont on a beaucoup pu s'ouvrir à Laurence, à la ministre et aux autres acteurs, c'est le fait que cette question de la pédagogie, cette question de comment on enseigne, cette question de qu'est-ce qui se passe pour les enfants de milieux populaires et qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'eux puissent entrer dans les apprentissages, qui vient de nous être magistralement rappelée par les deux derniers intervenants, eh bien, cette question, elle est pratiquement absente du pacte. Et elle est absente du pacte pour une raison que vous nous avez notamment expliquée, c'est que la pédagogie, normalement, c'est pas dans le champ de ce que le politique peut décider, c'est dans le champ du sacro-saint pouvoir des réseaux. Mais donc, c'est un vrai problème, parce que si ça ne bouge pas, on peut désirer décréter la mixité autant qu'on le veut, on va faire encore plus de violence. Voilà. Je n'avais pas vu que Laurence était arrivée, sinon je n'aurais pas mis ma dernière dia. Je ne veux pas dire qu'en mettant l'accent sur la pédagogie dans les classes, il s'agit de renoncer à la volonté du pacte de travailler sur les structures, de mettre plus de mixité. Donc il faut oublier ma dernière dia. Juste une réaction sur ce point. Le problème, quand on veut s'occuper de la pédagogie, c'est qu'on ne peut pas obliger les enseignants à enseigner d'une certaine façon. Et quand il y a eu des dispositifs qui visaient à le faire, ça a toujours échoué. Dans les années 90, je pense vers 95, Bayrou, en France, qui était ministre de l'Éducation, avait imposé qu'il y ait une demi-heure d'études à la fin de la journée de classe, de façon à ce que les enfants arrêtent de faire les devoirs à la maison, mais qu'ils les fassent dans la classe. Les enseignants ont trouvé ça complètement idiot, puisqu'ils disaient que les devoirs s'étaient faits pour être faits à la maison, et donc ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait de cette demi-heure de classe, donc ça a été abandonné. Quand il y a eu l'aide personnalisée imposée par Sarkozy, il y a eu des expériences qui ont été très, très diverses au sein des écoles, et avec des résultats qui sont très douteux de ces expérimentations diverses. De la même façon, à chaque fois qu'on essaye de toucher au contenu ou d'imposer des contenus, finalement, il y a un détournement immédiat par les enseignants qui veulent continuer à faire ce qu'ils veulent. En revanche, là où il me semble qu'il y a une possibilité d'action, c'est que quand je vais sur le terrain, je vois la détresse des encadrants. Et donc, on est face à un paradoxe, c'est-à-dire que les encadrants sont en demande de solutions, mais quand on leur impose quelque chose, ils le refusent. Donc il me semble que la solution réside dans la posture d'aide, et dans le fait d'aller sur le terrain, proposer des solutions, aider à la mise en œuvre des propositions, parce que c'est difficile de les mettre en œuvre. On sait, dans la littérature scientifique, on sait plein de choses sur ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux. Mais c'est très compliqué pour les enseignants d'arriver à s'en saisir. Et puis, j'ajoute quelque chose sur la formation des enseignants. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est en Belgique, donc là, je suis complètement ignorant. Mais en France, la formation continue est réduite à peau de chagrin, au détriment de la formation initiale qui a été rétablie. Mais les enseignants, les futurs enseignants en formation initiale ne sont absolument pas en mesure de prendre les conseils parce qu'ils sont obnubilés par une seule préoccupation qui est tenir la classe. Et il me semble que tant qu'ils n'ont pas dépassé ça,
ils ne peuvent pas s'améliorer. Et donc moi, je milite pour une formation en 2 temps, avec une formation initiale très réduite, et une deuxième formation, mais qui soit vraiment solide, 3 ou 4 ans après, quand ils tiennent la classe, avec, je sais pas, 6 mois, enfin, qui soit par exemple à mi-temps pendant une année, donc déchargé de classe pendant eh ben, c'est beaucoup. Mais faire monter en qualité, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais ça coûte cher, mais finalement, si on supprimait tous les dispositifs qui servent à rien, ça rapporterait beaucoup d'argent. Donc il y a peut-être des moyens de le financer, tout ça. Voilà. Mais avec quand même de la formation continue, mais sous forme d'aide. Bon, Jacques, j'ai vraiment, sans doute, apprécié ton exposé et aussi toute la structure, tous les paradoxes que tu mets en évidence. Il y a juste un point qui me pose question, il te pose peut-être d'ailleurs à toi aussi question, c'est, je suis évidemment d'accord avec toi quand tu parles d'ancrer les activités dans le vécu, dans le rapport au savoir des enfants des milieux populaires. Vraiment d'accord. Mais comme tu as permis de citer des auteurs de notre jeunesse, je vais revenir à Snyder, ce qui était aussi un de nos maîtres. Il montrait aussi que certains savoirs sont plus opérants que d'autres dans la lutte des classes ou la lutte des places, notamment tous les savoirs que maîtrisent les enfants des milieux favorisés, etc. Donc une question qu'à mon sens, je n'ai pas vue dans ton schéma et qui me pose question, c'est comment faire, tout à fait d'accord, pour ancrer dans le rapport au savoir des enfants des milieux populaires, mais comment en même temps les hisser, c'est aussi ça, les émanciper vers la maîtrise des savoirs que détiennent les enfants des milieux des classes favorisées. Je pense que là, je reste en questionnement par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as une réponse. Non, je n'ai pas de réponse, si ce n'est, comment dire, dans la conduite quotidienne de la classe. On a bien vu, on peut reprendre les exemples qui viennent d'être pris, l'accompagnateur de ces projets de théâtre pourrait travailler autrement, en gardant les mêmes objectifs, la même activité, etc., en travaillant du texte préalablement, par exemple, enfin ce que Julien a dit, en resituant et en explicitant les différents codes nécessaires pour entrer dans ce type d'activité, sans que ça ne devienne trop ennuyeux non plus, évidemment, parce que si on explique tout avant, ça n'est plus marrant. Mais donc il y a tout un travail. Et là, on entre dans la didactique, je dirais, fine de chaque discipline. C'est dans chaque discipline qu'il s'agit de travailler comment faire passer les savoirs les plus opérants de la manière la plus adéquate en partant des rapports au savoir des milieux populaires et en faisant évoluer, évidemment, ces rapports au savoir. Il ne s'agit pas d'en rester là. Hein. Pour prendre un exemple, il ne s'agit pas d'en rester au bien faire. Hein. Beaucoup d'enfants de milieux populaires, l'essentiel, c'est d'écouter madame. Je m'étais dit qu'avant de commencer, j'allais vous demander que vous disaient vos parents. C'est un truc que je tiens du GFEN, je trouve ça très amusant. Que vous disaient vos parents quand vous partiez à l'école en 3e, 4e primaire? Quel était le message parental qui vous accompagnait, quoi, hein? Et donc, pour un certain nombre d'enfants, ça écoute bien madame. Donc, on est dans la soumission, on est dans le bien-faire, dans l'exécution, dans la bonne exécution. Et donc, évidemment, qu'il s'agit de partir de là, pas faire comme si ça n'existait pas, et puis de faire évoluer. Mais là, je crois que c'est vraiment... Parce que le travail d'Escole est magnifique, mais il est presque totalement inutile s'il ne débouche pas sur un travail didactique dans chaque discipline de comment traduire ça dans le quotidien de la classe, sur le comment faire, et comment faire pour évaluer éviter les malentendus, et en sachant qu'on en fera quand même, et donc être attentif, etc. etc. Mais là, on bascule pour moi de la pédagogie de la didactique et dans un travail, par exemple ici, l'atelier théâtre, qui n'est pas du tout ma spécialité. Je ne suis pas un didacticien du théâtre, mais il y en a des didacticiens du théâtre. Et alors, aussi, on sent bien derrière l'activité théâtrale proposée, on sent bien une espèce de posture
est-ce qu'on peut dire culturel, mais idéologique bobo, que le théâtre, c'est faire un peu n'importe quoi. Et voilà, est-ce que c'est ça le théâtre, justement? Enfin, il y a tout le travail sur la conscience de la discipline, comme dit Reuter, etc. C'est quoi faire du théâtre et c'est quoi amener à faire du théâtre? Mais là, on est dans les didactiques spécialisées.